On arrive à la troisième table ronde, une table ronde un peu conclusive, avant d'attendre les conclusions et le rapport du général Givre. Métavers français, métavers militaire, quelles sont les potentialités? Donc il y aura évidemment beaucoup plus de militaires pour regarder qu'est-ce qu'on a appris et à quoi ça peut servir, quelles sont les potentialités. J'appelle sur scène le colonel Hubertus Saint-Yves-Recourt, école de guerre, officier de la Légion étrangère, chef du bureau marketing de recrutement de l'armée de terre. La pub que vous voyez, c'est lui. Donc évidemment, il y a des gens qui adorent et des gens qui aiment moins, ce qui est plutôt bon signe. Si ça ne vous gêne pas, vous êtes recruteur, vous parlez au nom de la DRH de l'armée de terre, vous êtes la DRH. Avec vous, à vos côtés, le colonel Fabien Simon. Là, on passe de la Légion étrangère aux transmissions. Vous servez actuellement à la cellule cyberdéfense de l'état-major de l'armée de terre et vous êtes certifié officier cyber de haut niveau. Je vous demanderai tout à l'heure, c'est quoi être officier cyber de haut niveau? Colonel Jean-Gabriel Herbinet, formation, recherche opérationnelle, école de guerre également. Là, on est dans la cavalerie, polytechnicien, infanterie, légion et transmission. Simulation virtuelle, interopérabilité de systèmes de commandement. Vous avez travaillé un peu au sein de l'OTAN, donc tout ce qui est l'international, vous connaissez, puisque vous avez, je crois, également servi avec avec les Allemands. Aujourd'hui, vous êtes adjoint au bureau numérique de l'état-major de l'armée de terre. Hervé Siquerello, ingénieur de formation, DGA toute votre carrière, retraité, non, pardon, pas retraité. Vous continuez à travailler à la DGA pour la conception d'ensemble des intranets du ministère des Armées. Ça, c'était votre boulot, l'intranet du ministère. Transformation numérique et les SIC, les fameux le système d'information et de communication. Et enfin, dernier participant à cette table ronde, l'avant-dernier, colonel Raphaël Briand, école de guerre, DGRIS, comme il y a des civils. Je rappelle que c'est la Direction générale des relations internationales au ministère des Armées. 2 ans à l'IFRI en tant que chercheur au sein du laboratoire de recherche de la défense. Tout ce qui concerne la cyberdéfense, l'intelligence artificielle, le quantique même, la collaboration homme-machine, on en parlera, des robots, on en a parlé tout à l'heure, l'innovation de défense et la rupture technologique, c'est vous. Avant qu'on commence vraiment le débat, le colonel Briand nous a amené 3 photos. On a beaucoup parlé de ce qui était déjà l'état de l'art dans les armées françaises. Regardez, la première photo, c'est... Petit commentaire sur image. Ça, c'est un simulateur. C'est presque un métavers, mais ça marche et ça fonctionne. Ça a été commencé à Orange. C'est à Mont-de-Marsan, ça, n'est-ce pas? Oui, alors, très rapidement, je voudrais revenir sur cette initiative. Alors, cette initiative, ce que vous voyez à l'écran, ce sont tout simplement la réalisation d'une mission d'innovation participative sur la base d'un jeu qui a été développé au tournant des années 2000 d'une boîte qui s'appelle Eagle Dynamics. Et ce jeu, à l'origine, s'appelait Flanker 2.0, puis Locon, et enfin, aujourd'hui, DCS. Donc, non pas comme vous l'annonciez tout à l'heure. Alors, voilà le virage. Voilà, ce n'est pas Flight Simulator, c'est un autre système de simulation qui s'appelle, enfin, système environnement de simulation qui s'appelle Digital Combat Simulator, développé donc par cette boîte de Eagle Dynamics. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un logiciel, donc c'est du serious gaming, c'est un logiciel qui est un logiciel quasi, non pas professionnel, mais en tout cas qui déploie une forme de réalisme assez surprenant. Et s'appuyant sur ce réalisme, l'environnement qui est développé dans ce jeu, alors d'ailleurs cet environnement résonne de manière assez étonnante avec l'actualité, puisque cette boîte qui est de droit suisse, mais qui est implantée en Russie, initialement a développé un environnement opérationnel de la Crimée et du pourtour de la mer Noire. Voilà, c'était avant 84. Hein. Toute l'originalité de la démarche de DCS, c'est en fait de créer un environnement numérique, on va dire opérationnel, et de pouvoir y implanter des modules. Voilà, on peut développer dans ce jeu tout type de modules. En l'occurrence, ce que vous voyez à l'écran, c'est le module du Mirage 2000. Alors, comme vous l'annonciez tout à l'heure, ce module a été développé par une boîte privée, une boîte équatorienne qui s'est appuyée sur des Mirage 2000 qu'on avait à l'époque vendus aux Brésiliens. Et ils ont développé un module qui est relativement réaliste, y compris dans les commandes de vol, y compris dans les systèmes qui sont implémentés. Les commandes de vol, par exemple, vous les avez fabriquées? Alors, en l'occurrence, fabrication additive. En l'occurrence, c'est un modèle logiciel. Oui. Et l'idée de l'innovation participative qu'on doit à un pilote d'Orange, c'est de se dire il faut récupérer ce modèle, essayer de créer un environnement qui soit représentatif du milieu aérien, enfin des simulateurs de vol. Et donc avec de la fabrication additive, on a repris les manches du Mirage 2000 et on a créé ces cabines que vous voyez sur l'image précédente.
Voilà, on a créé ces cabines. Et comme ça, on peut commencer à implémenter... Alors, on ne l'appelait pas métavers à l'époque, mais on a implémenté cette simulation massive en réseau qu'on arrive à déployer assez facilement sur toutes nos bases. Donc ça a commencé à Orange, on a déployé des modules à Nancy, il y en a évidemment au Mont-de-Marsan. Et puis, encore une chose qui est très intéressante avec ce jeu, c'est qu'il ne s'arrête pas à l'armée de l'air. En fait, les modules qu'on peut acheter, en l'occurrence, ou développer, c'est aussi des modules qui ont évolué. Aujourd'hui, on a quelque chose qui s'appelle Combine Arms. Alors, on développe des modules pour conduire un char, utiliser des systèmes de défense solaire, de la même façon qu'on peut opérer sur un porte-avions de manière très réaliste. Voilà. Exactement. Donc, quelque part... Ce jeu va bien au-delà de ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est déjà un laboratoire du multidomaine, multichamp. Si on reprend les conclusions qui ont été faites tout à l'heure sur l'intérêt en termes de formation et de préparation de combat, en fait, on a là quelque chose qui peut nous permettre de réaliser ce que sera demain, comment se concrétisera cette approche multimilieu, multichamp qu'on a du mal aujourd'hui en réalité à mettre en pratique sur le terrain. Voilà, merci pour ce rappel. C'est intéressant de rappeler que vous étiez déjà, et depuis pas mal de temps, sur le prémisse du métavers, du jumeau numérique, et qu'encore une fois, ça illustre le fait que pendant des années, c'était la technologie militaire qui servait aux civils. Là, de plus en plus, c'est les technologies civiles qui peuvent être accaparées et potentialités pour les militaires. Restons donc sur les potentialités. J'ai l'impression que parmi vous 5, celui qui est le plus convaincu par le métavers, c'est vous, colonel Hubert Toussaint-Quiévremont. Je rappelle que c'est vous le marketing du recrutement. Et vous dites oui, ça m'intéresse. Oui. Quiévrecourt. Quiévrecourt, pardon. Et non, mais c'est pas grave. Donc moi, je suis chef du bureau marketing de l'armée de terre. Donc je découvre... moi, je suis au départ, je suis un soldat. Je ne suis pas un marketeur. Mais je m'y suis mis. Et d'abord, il y a un principe en marketing qui veut que c'est le client qui fait le marché et pas l'inverse. Donc moi, je vais chercher mes clients, donc mes candidats, là où ils sont. S'ils sont dans le métavers demain, je vais les chercher dans le métavers. J'ai aucun état d'âme avec ça. Je ne vais pas commencer à convaincre mes clients de sortir du métavers pour pouvoir aller dans le monde réel, pour pouvoir les convaincre derrière de s'engager. Voilà. Donc le premier point, il est là. J'irai là où seront mes prospects. Mes cibles, c'est large 17-32 ans et le cœur de cible, c'est 18-25. Voilà. Donc où sont les jeunes de 18-25 ans aujourd'hui? Moi, je crois, et j'utilise déjà pas mal de choses, j'utilise la réalité immersive. Je mets un casque de réalité virtuelle et j'ai une vidéo qui projette une action de combat et dans laquelle j'ai des soldats qui portent, qui portent des casques, des caméras 360 en se retournant. On est dans un H90, on se tourne, on voit à droite le tigre qui escorte, on descend en corde lisse avec les commandos, on saute en parachute avec des sapeurs du génie, etc. Tout ça, c'est pour les recruter déjà ou pour les prospects? Ça, c'est pour les convaincre et pour les faire rentrer dans un monde, leur dire voilà ce que vous aurez demain si vous vous engagez dans l'armée de terre. Je crois aussi à la réalité augmentée. Je pose sur la table devant un blindé, le blindé que va servir le jeune, et avec son smartphone, il tourne autour et il peut regarder, il peut voir ce que c'est un blindé, il peut rentrer dans le blindé, il peut prendre sa place. Ça, c'est un truc qu'on est en train d'essayer de réfléchir. Si on considère les plateformes de jeux en ligne comme un métavers, je suis en train d'y rentrer. Demain, c'est un scoop que je vous donne, on est en train de le préparer, mais on a des campagnes de recrutement, des campagnes d'affichage, et moi je vais mettre des affiches dans des jeux en ligne. C'est-à-dire que pour que des jeunes qui font des jeux en ligne voient dans le monde du jeu des affiches, s'engager.fr, venez vous engager dans l'armée. Et carrément dans le métavers demain, une boutique de recrutement. Pardon, voilà. Je vais trop vite. Et c'est là où je veux en venir. Je veux pas. On parlait tout à l'heure, on disait que on est aujourd'hui pour le métavers un peu dans la situation dans laquelle on était avec Internet dans les années 90. Je suis sûr qu'il y a des gens dans les années 90 qui ont dit Internet, ça sert à rien. On ne va pas créer de site Internet de recrutement. Rien ne remplacera jamais le tractage à la sortie des établissements scolaires. Il y a des gens qui ont dû dire ça. Moi, je ne serai pas celui qui dira ça pour le métavers. Donc, je sais qu'un jour, il y aura dans le métavers des centres de recrutement, ce qu'on appelle des CIRFA, des centres d'information de recrutement des forces armées, qui permettront de recruter. Ça, c'est quelque chose qui va arriver. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment mûr.
D'abord parce que on parlait de 8000 utilisateurs pour le plus gros. Donc, oui. Moi, je veux faire de la masse. Donc, j'observe ça. Je sais que ça va arriver. Je crois que pour créer un CIRFA virtuel, il faut d'abord acheter un terrain. Voilà. Et pour acheter un terrain, il faut le payer en crypto-monnaie. Donc moi, le commissaire qui signera l'engagement de défense en Bitcoin, ok, celui-là, je veux bien le connaître, mais je ne suis pas sûr qu'il soit encore sorti d'école. Voilà. Donc ça, voilà. Mais j'ai les yeux fixés dessus, et si ce n'est pas moi qui le crée, ça sera mon successeur. Merci, vous intervenez quand vous voulez. Hein. Colonel Herbinet. Simulation virtuelle, on a vu, interopérabilité. Qu'est-ce que vous retenez, vous? Quels sont les potentiels du métavers dont on a beaucoup parlé durant les 2 premières tables rondes? Alors, les potentiels, c'est essentiellement effectivement autour de tous les éléments réalité augmentée, réalité virtuelle. Ce qui est important, c'est le besoin. Donc, quel est le besoin de l'armée de terre et quelle est la mission de l'armée de terre? C'est de détruire, de neutraliser ou les forces adverses dans différents champs. Donc le besoin et l'entraînement est que les hommes soient prêts. Donc l'intérêt principal en fait du métavers, ce sera essentiellement tourné vers la formation, l'entraînement, la répétition de missions et toute une série d'autres actes de type maintenance autour des jumeaux numériques. Et puis, ce qui nous intéresse aussi, c'est toutes les architectures liées au métavers en travers des réseaux et de la distribution de l'information, des calculs. Parce que si Facebook, on le voit comme un service centralisé quand on est utilisateur, dans la réalité, il y a des serveurs un peu partout dans le monde. Il y a des concurrents de Facebook qui sont... j'ai entendu parler du chaos, pas du chaos, du CCC qui a lieu tous les ans en Allemagne. Oui. Typiquement, il y a le monde des hackers qui a des solutions distribuées qui peut nous intéresser aussi d'un point de vue capacitaire. Voilà, donc c'est regarder toutes ces choses-là, exploiter les techniques pour le commandement et pour avoir des hommes qui sont prêts et formés pour les opérations. Mais vous disiez dans différents champs, et les champs immatériels, il y a aussi se protéger. Les cyberattaques, ça fait partie de vos domaines? Alors... Les cyberattaques, on est 2 qui sont concernés autour de la table. Moi, mon domaine, c'est celui des données. Pour l'armée de terre, de la création jusqu'à l'exploitation. Donc ça comprend ce dont on a besoin pour la sécurité. L'action pour la sécurité, c'est celle du lieutenant-colonel Simon, qui en parlera après. Ce qui est important pour nous, c'est bien de donner tous les moyens pour protéger les données, sachant que le métavers public, c'est un énorme collecteur de données. Donc surtout que Facebook, c'est gratuit pour l'utilisateur, à part qu'il donne ses données. Oui. Et demain, en fait, moi, la préoccupation pour l'armée de terre, c'est d'être sûr que les données qui sont données par nos soldats ou par nos futurs soldats ne sont pas des failles pour la sécurité des opérations. L'enjeu, il est là. Hein, il y a des outils pour ça. Il y a le RGPD, en fait, qui sont plus des cadres que des contraintes, vu de mon côté données. Sur la protection des données, au Mali, par exemple, interdiction pour un militaire, quand il sort, d'amener avec lui son smartphone. Oui. C'est simple, mais c'est déjà ça. Mais moi, je suis chinois, russe, israélien, américain ou autre. Je commence par aller écouter les données autour de Kotkidan. Ah oui. Eh ben oui. Parce que comme ça, j'ai les données sur tous les futurs chefs de l'armée française. Pas bête. Est-ce que vous faites ça déjà avec d'autres Kotkidan à l'étranger? Alors, si je le savais, je ne vous le dirais pas. Et si je ne vous le dis pas, c'est que je ne le sais pas. Ça ne m'étonne pas. Colonel Fabien Simon, les transmissions, vous travaillez à la cellule cyberdéfense, justement, de l'état-major de l'armée de terre. Potentialité du métavers, militaire français. Potentialité énorme. Oui. Pour le futur. Déjà aujourd'hui, puisque comme ça a été défriché sur les 2 tables rondes précédentes, je vais dire le métaverse impacte toutes les technologies, mais aussi, comme l'a très bien dit le colonel Yacker, l'humain
Et au-delà, les entreprises, nos gouvernants, et ce dont on a très peu parlé, les organisations internationales. En termes de sécurité, je vais pas parler de cybersécurité, je vais plutôt parler d'agissement, d'activité dans le cyberespace, qui est plus mon domaine. Après, il y a des différents experts qui vont taper soit les architectures, soit les données, soit les réseaux, etc. Pourquoi activité dans le cyberespace? Puisque, comme l'a très bien expliqué tout à l'heure le colonel Yaquer, il y a se renseigner, il y a l'activité influencer, il y a aussi l'activité se protéger, donc toute la partie résilience, protéger les systèmes d'information, protéger les données. Il y a aussi la partie cyberdéfense. Donc, ce que vous faisiez déjà, est-ce que l'arrivée des métavers va changer la donne? Vous donner plus de boulot? Ça va nous donner plus de boulot parce que ça va peut-être intégrer des technologies qu'on n'a peut-être pas encore aujourd'hui. On a une partie aujourd'hui sur les systèmes existants. Il y a d'autres technologies qui vont arriver. Notamment les casques ou les lunettes. Va falloir les intégrer, notamment en termes de données. Si on voit, si vous avez regardé ou suivi la dernière keynote de Meta, qui est passée sur Tech & Co, sur BFM TV, Tech & Co, on voit que ce casque, c'est un puits à fuite de données énorme sur des données biométriques, avec en centrale un capteur principal qui est la rétine, des capteurs extérieurs qui vont mesurer toute l'intensité et les mouvements du visage, voire même le mouvement des mains et des jambes, pour voir le stress des individus, comment ils réagissent à un stimuli. Voilà, donc ça va demander des experts spécifiques sur ces domaines. Ça voudrait donc dire que s'il y a un métavers militaire français, il faudrait qu'il soit blindé. Après, ça dépend. S'il est sur nos réseaux, ou s'il est sur l'extérieur. S'il est sur un réseau interne, ça va passer par les technologies de protection du réseau, ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà. Si c'est sur l'extérieur, il va falloir prendre en compte plusieurs aspects. Il va falloir travailler la sécurité, je veux dire, sur toutes les couches du cyberespace, de la couche physique à la couche logique et au-delà, cognitive très important. Mais est-ce que demain, le militaire, en dehors des heures de service, va dans un métavers quelconque? Oui. Google, GAFA, peut récupérer plein de données. Or, ce n'est pas un citoyen comme les autres, puisque c'est un militaire. Et donc, on est capable... Moi, je l'avais déjà repéré à la sortie de Coët Kidan, parce que j'écoutais les smartphones. Et là, je repère encore mieux s'il est dur au combat, s'il réagit vite, si le mouvement oculaire, si... C'est une catastrophe pour vous? Ça peut être une catastrophe. Après, il va falloir imposer des règles d'utilisation, comme on le fait aujourd'hui avec des règles d'utilisation des réseaux sociaux, des règles d'utilisation, je veux dire, du caractère social du métaverse demain. Aujourd'hui, on essaye de réguler par des règles, et là j'en reviens sur la partie centrale de l'homme, c'est l'acculturer au numérique, oui. Le former, pour qu'il soit conscient de tous ces dangers, et si il provoque ces dangers, qu'il en soit conscient et qu'il en soit responsable également. Voilà. Colonel Raphaël Briand, aïe, cyberdéfense, IA, quantique, collaboration homme-machine. Vous vouliez insister sur le travail avec les robots. Alors oui, si on se projette un tout petit peu dans l'avenir et qu'on essaye d'imaginer comment la conflictualité peut évoluer, ce qu'on voit assez logiquement aujourd'hui, c'est une tendance à une robotisation accrue du champ de bataille, c'est l'arrivée de la collaboration homme-machine, c'est la remassification du combat, tout simplement. Et c'est là qu'intervient, à mon sens, le métavers en tant qu'outil, là encore, en tant que bac à sable ou laboratoire de développement de ces nouveaux comportements dans cet espace, dans cette future conflictualité, où finalement de nouveaux comportements vont se développer, qui seront des comportements liés à l'interaction homme-machine, humain-humain, etc. etc. Et pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, l'une des forces du métavers, en l'occurrence, c'est son interopérabilité et sa connectivité. Ce sont des outils qui sont des outils issus du monde du domaine civil et donc qui permettent une interconnectivité massive d'individus qui sont à distance à travers des réseaux qui ne sont pas nécessairement sécurisés. En l'occurrence, pour le cas de la simulation massive en réseau, c'est Internet. Avec des nouveaux flux, des flux audio et ce genre de choses.
Donc ça va permettre effectivement de connecter beaucoup de personnes, de développer ou en tout cas d'étudier ces comportements collaboratifs et de les transcrire dans un monde de conflictualité future où on aura besoin de mettre en application ces modes de comportement-là. Alors ça va nous permettre du côté du glaive peut-être de développer ces fameux facteurs de supériorité opérationnelle pour le combat de demain. Du côté de la cuirasse, étant donné que ce sont des systèmes la plupart du temps ouverts, potentiellement ça en fait des chevaux de Troie de la part de nos adversaires qui pourraient observer ces comportements qu'on va développer et qui seront les briques de notre combat de demain. Donc effectivement, quand on prend le métavers sous cet angle-là, il faut bien toujours l'envisager aussi bien du côté de la cuirasse que du côté du glaive. Ouais, juste un complément du point de vue armée de terre. Cet aspect du métavers ou de l'extension de la connectivité jusqu'aux combattants, c'est un vrai sujet, c'est une ambition et un projet de l'armée de terre d'assurer cette connectivité. Mais en lien avec le métavers, il faut être conscient profondément de certaines limites. Quoi qu'il arrive, le soldat, les liaisons, elles seront au mieux du niveau des modems 56K qu'on avait dans les années 90. Ah oui. Et même pour un PC de groupement tactique, tant qu'on est sur des radios VHF, et on restera pour nos solutions partiellement de secours, pour des raisons de capacité de déploiement, etc., sur des solutions de ce type-là, donc on restera avec des contraintes extrêmement fortes en termes de débit. Alors comme je suis un peu l'homme de la face arrière, du point de vue capacitaire, sur ces sujets-là, c'est vraiment important de systématiquement mesurer certains aspects de contraintes techniques qui pèsent très lourdement sur les fonctionnalités. Vous êtes sorti de l'E8 quand même. Vous vous souvenez ? Alors, le E8, c'est très bien si on en a encore. Je ne sais pas si on en a encore, je ne suis pas certain. Si, mais en fait, mais le E8 ou ce type de solution, ça reste de la voie analogique qui passe même une fois qu'on a fait péter les serveurs. Oui. Il y a encore des pigeons sur mon Valérien. Je voudrais donner la parole quand même à monsieur l'ingénieur. Hervé Ciccarello, ingénieur de formation DGA. Vous dites, oui, il y a des potentialités, mais oui, d'abord. En fait, je pense que, et on le voit et on l'a entendu, il y a d'énormes possibilités et on y est déjà. Enfin, on y est déjà parce qu'on fait du numérique, on fait de la simulation, on fait de l'entraînement, il y a des choses. Donc il y a des choses qui se font. Mais le problème, en fait, il n'est pas là. Il n'est pas de se dire qu'il y a des possibilités ou pas. C'est que c'est inéluctable. Ça nous arrive. On l'a vu dans les tables rondes précédentes. Hein. On nous a présenté. Il y a tout un écosystème qui est là-dessus. Les jeunes y sont. Enfin, les jeunes d'aujourd'hui et futurs, ils seront encore plus. Et il y a un côté... on va dire c'est une sorte de transformation de l'humain. C'est un autre domaine dans lequel on va rentrer. Et ça, il faut être conscient de ça. Au-delà d'être conscient, on ne sait pas ce qui nous arrivera, mais n'empêche que le physique qui va être virtualisé, qui va être numérisé, c'est comment j'arrive à le maîtriser demain. Peut-être qu'il y aura des e-guerres, peut-être que dans le mode de demain, il y aura des e-guerres qui vont nous préparer, qui vont faire de l'influence. Je ne sais pas, peut-être. Mais n'empêche, comment on arrive à ça ? Et comment on arrive à ça, et au regard des contraintes qu'on a, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais du métaverse sur nos réseaux, c'est pas la peine d'y espérer. Enfin, revenons les pieds sur terre. On a déjà du mal à numériser nos affaires. Les moyens que l'on a financiers, ils sont ce qu'ils ont. Hein, on fait au mieux, on va dire. Hein, on en veut toujours plus, certes, mais il n'empêche qu'on fait au mieux. Donc, du coup, il faut regarder toutes ces contraintes. Et c'est pour ça que moi, je pense que c'est inéluctable. Il faut s'organiser pour. Il faut y aller pas à pas. Il faut commencer à mettre le doigt là-dedans. Hein. Le fait du recrutement, je trouve ça très, très bien. Hein, on va chercher les utilisateurs, les clients, les jeunes qui sont là-dedans. Maintenant, je pense qu'il faut aussi qu'on réfléchisse sur comment on fait autre chose autrement pour y être. Parce que là, hier, je ne suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un qui regarde ce que ça peut vouloir dire. Je ne suis pas sûr. Mais c'est des logiques d'influence. Alors, dans l'enseignement, on fait de l'influence. Mais on voit bien que là, avec la logique métaverse, on est en train de fédérer plein de petits morceaux qu'on a vus en silo. On voit bien le monde, on appelle ça Web 3, on appelle ça ce qu'on veut, c'est un nouveau monde, une virtualisation. Après, moi je pense qu'il y a d'autres chances, c'est que tout ça, on voit les investissements qui sont faits, ça nous sert indirectement, parce que les technos qu'on met sur le terrain, elles vont bénéficier de toutes ces avancées. Et ça, c'est une vraie plus-value pour nous. Donc pour nous, il y a un vrai bénéfice. C'est eux qui investissent, c'est vous qui en profitez. Voilà, c'est exactement ça. Maintenant, est-ce que l'on est organisé pour tomber vite dans ce monde de demain ? Je ne suis pas sûr aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que nos grands chefs aient pris conscience de ça. La parole est là, on le voit au niveau politique, le numérique.
les actions, elles sont loin d'être là. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut aussi se dire peut-être qu'il faut un gros pouvoir fort sur le numérique. Mais ce n'est pas simplement le cyber d'un côté, le numérique, c'est bien le numérique, dont la cyber. La cyber est là dans cet espace numérique. C'est un autre espace, une autre dimension. Ouais, je pense que le métaverse nous amène ça, et on l'a vu depuis les 2 premières tables rondes. L'idée, c'est d'être aussi formidable que ce qu'avait fait le colonel Briand, enfin, Mont-de-Marsan, Orange, et de récupérer une technologie sur étagère, de détourner un jeu chez les gamers pour le faire. Ça veut dire de la souplesse, de l'intelligence, de l'opportunisme. C'est de l'opportunisme. Qu'est-ce qui... Oui, je vous en prie. Moi, je voulais revenir sur ce que disait mon camarade Simon sur la donnée. Et je comprends tout à fait, et je valide à 200% évidemment le fait que le jour où un soldat se balade sur le métavers et laisse ses données, ça puisse être un problème. Mais si on prend l'autre côté du spectre, de mon point de vue à moi, le fait qu'il y ait toute cette donnée, pas très longtemps, j'avais un chef qui disait la donnée est une ressource stratégique. Mon général, ça vous dit quelque chose. Le fait qu'il y ait toutes ces données qui traînent sur le métavers, ça peut me permettre à moi, en tant que recruteur, d'aller caractériser mes recherches et mes cibles, et peut-être d'avoir des candidats que je connais mieux d'entrée quand ils viennent, ou alors que je vais chercher là où ils sont avec les caractéristiques qu'ils ont, et leur proposer des métiers, des fonctions, des engagements qui sont plus en adéquation avec leurs qualités personnelles. Leur résistance au stress, leur résistance au sommeil, leur attention, toutes ces choses-là qui font que derrière, j'aurai des recrues de meilleure qualité. Donc derrière, un recrutement et donc une armée de terre mieux armée avec mon attrition et ce genre de choses. Donc ça peut aussi avoir une vraie vertu, cette création de données. Il faut juste savoir comment est-ce qu'on s'en sert. Est-ce que la stratégie, c'est pas donc d'aller récupérer le maximum de technologie sur étagère, d'avoir de la souplesse et du coup peut-être de prendre des risques, d'être un peu à découvert? Monsieur Sirello. Le sujet est bien là. Étant donné qu'on les jeunes laissent des traces, on va laisser des traces sur ce monde virtuel, donc on va en profiter. On voit qu'il y a bien des associations possibles, un peu le côté intelligence, le côté, j'en parlais tout à l'heure, mythique. Les objets là, on se rassemble autour d'une plateforme et puis on associe les bonnes personnes au bon moment et ça marche mieux que le rencontre comme ça, même si c'est hyper agréable de se voir et de boire un coup. Mais il y a le sujet, c'est qu'à un moment donné, dès qu'on va être dans ce monde-là, on ne pourra pas empêcher les gens d'y être, d'abord, oui. Même les soldats, et du coup de laisser des traces. Bonnes, mauvaises, de laisser des traces. Et comment fait-on ? Ouais. Comment regarde-t-on et anticipons-nous ça ? Aujourd'hui, je n'ai pas la réponse. Il faut se dire, il faut se préparer. Donc c'est pour ça qu'en y allant pas à pas, on va apprendre, on va former des gens, on va psychologiquement, je pense que c'est psychologiquement prendre conscience que, mais à tout niveau, hein, la chaîne, tout en haut, tout en bas, on parle des écoles, bon, on apprend à l'école, hein, les jeunes deviennent des chefs à un moment donné, donc ils comprennent, et je pense que nos chefs comprendront de plus en plus vite ces choses-là. Le problème que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on est encore dans du, entre guillemets, je veux dire, bling-bling. Je pense qu'on est en décalage complet entre une réalité, ce qui va très très vite, vous le disiez tout à l'heure, hein, c'est exponentiel, ça va très très vite, et au moment où on va se retourner, c'est peut-être trop tard. Et je crois qu'on est dans cet environnement. C'est pareil que les discussions qu'on a sur l'environnement. L'environnement, on dit, ah, mais ça fait des années qu'on dit attention, attention, attention. Maintenant, on dit, ah, c'est trop tard. Non, c'est jamais trop tard, on peut faire des choses. Je pense que c'est comment on s'organise. Alors, on fait le buzz. On parle beaucoup d'environnement, c'est très bien. Je pense qu'on ne parle pas assez du numérique cyber pour dire comment on fait, comment on se positionne, comment on joue. Au-delà de l'affichage, parce que c'est beaucoup d'affichage qu'on fait aujourd'hui, depuis quelques années d'ailleurs. Pardon. Colonel Simon, oui. Monsieur l'ingénieur parle de laisser des traces. Est-ce que c'est une préoccupation qui est de plus en plus importante ? On va tout savoir. C'est une préoccupation qui est de plus en plus importante, d'autant plus qu'avec le... Rapprochez-vous peut-être du micro, je crois, ici, s'il vous plaît. Comme on l'a vu dans les précédentes tables rondes, autant les réseaux sociaux laissent des traces, mais laissent des données peut-être brutes, autant sur le métaverse, on aura des données carrément des données comportementales. On va savoir ce que la personne a fait, a dit, quelle émotion il aura eu, tel jour, telle date, à tel moment, selon quel stimuli. Et oui, alors, faut qu'on y fasse attention. Oui. Donc, toute la politique d'acculturation, de la formation, et mettre des règles. Mais d'un autre côté, ça nous sert également en termes de recherche d'adversité, en termes d'influence, en termes de renseignement. Et ça peut servir aussi pour la partie recrutement. C'est-à-dire, on va pouvoir déterminer si les jeunes qu'on a en face, si la population qu'on a en face
a des velléités à rentrer dans les armées, par exemple. Mais plus vous entrez dans les métavers, plus les hommes rentrent dans le métavers, plus ça fait des trous dans la cuirasse. Oui. Oui, mais c'est inéluctable. Oui. Inéluctable. Après, je fais comment? Oui. Là-dessus, en fait, il y a déjà des choses qui se font au travers d'outils numériques. Aujourd'hui, l'armée de terre a développé et met en service un magasin d'applications sur téléphone portable, et en fait, qui offre en fonctionnalité supplémentaire le fait de vérifier qu'il n'y ait pas d'application fuite de données hostile connue sur le téléphone. Et la solution, elle est peut-être davantage dans le fait de faire des petits projets, d'ouvrir les portes, de considérer que de toutes les façons, nos soldats iront sur le métavers, laisseront des traces, etc. Mais déjà, savoir éventuellement ce qu'ils ont laissé comme traces. Et faire en sorte qu'ils ne signalent pas, qu'ils se fondent dans le bruit ambiant, voire au moment où ils partent en opération, on peut aller jusqu'à imaginer d'avoir des capacités, des robots, qui vont simuler leur présence sur leur garnison, alors qu'ils sont en opération, et leur présence dans l'univers virtuel. Et à partir de là, en fait, on commence à rentrer dans des actions de déception, dans des actions d'influence, de force vis-à-vis de l'adversaire. C'est déjà l'étude, ça. En fait, c'est pas forcément techniquement excessivement compliqué. Il faut passer à la réalisation, aux essais. Et pour ça, on a besoin, à mon point de vue armée de terre, je pense essentiellement de capacité à tester, à réaliser et à faire plus de petits projets. Mais c'est vraiment un choix presque de philosophie de commandement. Est-ce qu'on fait des petits projets en sachant vers où on veut aller, ou est-ce qu'on fait des grands programmes de cycle en V où on met des centaines de millions? Et quand on parlait de pouvoir fort, la question, elle est là. La question, soit on accepte qu'il y a un foisonnement en bas d'idées qui montent, qui testent, qui réalisent, et dans ce cas-là, on le facilite au maximum avec pas mal de contraintes parce qu'il faut ensuite passer à l'échelle, etc. Et c'est la politique de l'innovation. Soit on veut vraiment cadrer, guider par au-dessus. L'approche du Gosplan. Personnellement, j'ai mon choix, mais c'est un choix collectif et de système. Est-ce que l'appli dont vous parliez, celle qui est dans les smartphones de tous les soldats et qui vérifie qu'il n'y a pas d'autres applis qui sont piqueuses de données, est-ce que tous les soldats en opération l'ont? Alors, pas nécessairement. Pas encore. On est encore dans le déploiement. Oui. Et surtout, en fait, c'est un magasin d'applications. Donc derrière, ça donne un certain nombre d'applications métiers, professionnelles, qui donnent accès à pas mal de sujets importants, lire son bulletin de solde, voir ses fiches RH, etc. Tout ce genre de choses assez pratiques au quotidien, commander ces nouveaux uniformes, etc. On commence par une demande et après on va plus loin. Si je peux me permettre de vous en prie. ce que dit le colonel Herminet, cette application, moi personnellement je l'ai, mais c'est pas dit que nos soldats l'aient nécessairement, puisqu'on est confronté à un problème de réglementation et de réglementation sur, je vais dire, donner un ordre à un soldat d'installer une application militaire sur son outil personnel. Voilà. Vous lui empêchez déjà, lorsqu'il fait son jogging autour de la base, en OPEX, d'avoir son portable avec lui. Oui, mais il est en opération. Il est en opération. Il est en opération. Il n'est pas sur le territoire national. Voilà. Juste pour rebondir, c'est que la logique de gros programme n'empêche pas les petits projets. Je pense que la logique gros programme permet de sanctuariser, permet de donner du sens, et on peut faire des petits projets en y allant pas à pas. Après, et puis on s'autorise de se planter. Et il faut accepter de se planter. Je pense que c'est un peu le côté... on n'arrive pas encore à accepter de se planter. Je ne vais pas dire par de l'argent, parce qu'on ne perd jamais de l'argent. Enfin, on perd... C'est le temps, on perd de l'argent. Mais disons que... Donc, du coup, il ne faut pas opposer les deux mondes. Enfin, je pense qu'il ne faut pas opposer les deux mondes. Parce qu'à un moment donné, il faut donner du sens. Il faut surtout sanctuariser et mettre ça dans un cadre. Parce qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Là, par exemple, sur l'exemple de cette appli, pour y avoir travaillé dessus aussi, sujet super important, on ouvre dans un autre monde. En fait, on se rapproche un peu des usages des gens qui sont, les jeunes, qui sont sur Internet, et on les attire aussi par ce biais. Donc, très bien. Ça, on est au niveau -10 de ce qui est vraiment le métaverse et ce qui arrive dedans. Enfin, c'est un premier, c'est vachement bien dit. Après, vous serez à -9 et à -8. Mais je pense qu'il faut aller... ce que je disais tout à l'heure, il faut vraiment prendre conscience. Du coup, mettre ça dans des cadres et bien avoir une visibilité sur tout ce qu'on fait et orienter.
Je ne suis pas sûr qu'on en soit là aujourd'hui. On a beaucoup de petites initiatives et on n'a pas un plan, enfin le grand plan, entre guillemets. S'il doit y avoir un grand plan. La morale de votre histoire, c'est de dire qu'il faut y être, mais pas à pas. Oui. Il faut y aller pas à pas. Oui. Est-ce que vous avez fait des erreurs? Est-ce que vous êtes trompé lorsque vous avez monté Colonel Briand? Alors, moi, je droit à l'erreur. Je vais rectifier quelque chose. Je ne suis pas à l'initiative de ce projet. Vous avez accompagné. Voilà, non, je l'ai vu fonctionner. Mais au-delà, je voulais revenir sur ce qui a pu être dit ici. C'est qu'il y a quelque chose d'assez central dans le métavers qui, comme je disais, va forcément, au regard des potentialités qu'il offre en termes de formation particulièrement, va forcément être approprié par toutes les armées du monde. Donc c'est un outil évidemment de formation, de préparation au combat. Et donc forcément, là-dedans, il y a des militaires qui vont s'entraîner. Mais comme il est accessible par nature par les puissances étrangères, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir l'articulation entre le physique et l'artificiel. On parlait tout à l'heure d'interfaces qui se rapprochent du corps. En fait, au final, cette empreinte, cette identité du soldat dans le métavers va quelque part s'incarner dans le physique et dans le réel. Et donc là-dedans, il y a des logiques de ciblage qui vont se mettre en place. Elles existent déjà, on a vu à travers les quelques applications, mais on peut imaginer d'autres choses dans une expérience de pensée un peu prospective. On peut imaginer, par exemple, il y a une start-up, enfin plus qu'une start-up, Neuralinks d'Elon Musk, qui a eu une spin-off qui utilise par exemple de la photonique oculaire pour programmer le cerveau. Programmer le cerveau de manière non invasive. On peut imaginer renverser la perspective et se dire qu'à travers ces casques de réalité augmentée ou réalité virtuelle, enfin peu importe, on peut imaginer utiliser ces casques comme des vecteurs non intrusifs de reprogrammation intellectuelle. Et à partir de là, on peut se dire que c'est aussi une porte d'entrée pour les adversaires pour limiter notre capacité, notre combativité, limiter notre entraînement, peut-être le biaiser. On parlait d'IA tout à l'heure. Quelque chose d'intéressant, c'est que les données, elles vont servir aussi nos industriels à développer les outils de demain. Alors, dans le cadre du SMR, par exemple, avec Dassault Aviation, il y a un partenariat qui fait qu'il nous autorise à développer des modèles sur ce simulateur, mais en contrepartie, on leur donne les données pour qu'ils puissent développer ensuite les outils dont on aura besoin demain sur la base des comportements collaboratifs qu'on aura identifiés et qui nous permettront quelque part de prendre l'ascendant opérationnel sur les adversaires comme on l'identifie. Et est-ce que demain ces données-là seront partagées avec un Brésilien qui les donnera à un type du Costa Rica qui va en faire un jeu grand public? Voilà, l'idée est de protéger quand même ces aspects-là, mais forcément l'IA peut être attaquée, intoxiquée. Les comportements qui peuvent être développés peuvent être sous-optimaux, voire pire, détruire quelque part la cohésion qu'on cherche à créer à travers cette synergie aux machines. Et donc là, on a quelque chose d'assez intéressant qui pourrait être exploité par l'adversaire. Donc il faut voir, voilà, contrairement à ce que j'ai pu laisser entendre, il ne s'agit pas de développer un multivers, on va dire, opérationnel dans le sens où il existerait sur le champ de bataille. La réalité physique, c'est que c'est toujours l'homme qui combat, avec ses machines, certes, mais c'est une réalité physique, le combat. Donc avec ses limitations en connectivité. En revanche, pour préparer ce combat, le métavers a encore une potentialité énorme. Et donc il va falloir se l'approprier, le défendre et se préparer à des manœuvres de ce type. Voilà. Alors on dit le multivers, on parle chaque fois de les multivers. On est oui, d'accord, les multivers, absolument. Il y en a 3 principaux et encore il démarre seulement. Vous êtes tous d'accord pour dire qu'il n'y aura jamais de multivers 100% et uniquement militaire français? Un multivers privé du ministère des Armées. En fait, quasiment, le général Lutroncy qui est au premier rang, qui est l'homme du futur de l'entraînement, du commandement de l'entraînement et au combat interarmes. En fait, le projet de théâtre opérationnel hybride partagé qui a été évoqué lors de la table ronde précédente, c'est par certains côtés un multivers. Les centres d'entraînement sont par certains côtés des multivers parce qu'on met en condition, on a les outils de supervision, etc. Donc, finalement, ce sont des univers dans lesquels il y a du virtuel, de l'hybride, de l'augmenté, etc. Donc, par certains aspects, ce sont des univers qui sont déjà des multivers qui ont vocation à être étendus. Donc, ça existe, c'est privé, donc c'est déjà militaire. C'est déjà militaire. Si ça ne vous gêne pas, l'heure avance trop vite. Je vais commencer pour qu'on puisse avoir des questions dans la salle et des questions par le hashtag. Vos conclusions. Est-ce que vous êtes d'accord? Il faut y aller, mais pas à pas, mais il faut y aller. On va commencer par vous. Je dirais qu'il faut y aller sans incantation, avec des réalisations,
et en se méfiant d'un terme qui a été inventé par le général Étienne, qui a inventé les chars de combat, l'aviation militaire et le tir indirect de l'artillerie. Il faut éviter les technicons. Les technicons. Oui. Prenons du temps. C'est qui? À l'époque, ils visaient essentiellement certaines personnes de l'arme du génie. Mais aujourd'hui. Qui est un vrai exemple. Vous dites qu'il faut se méfier des technicons. Il faut se méfier de quoi? En fait, des gens qui veulent la technique, qui sont dans la technique, pour la technique, par la norme, et dans une approche de push. Et à l'époque, c'était les fervents défenseurs de l'aérostation qui relevaient de l'arme du génie. Oui, mais on est dans le push. Attention aux geeks. À l'excès de geekerie. À l'excès de geekerie. Parce qu'on avait dit tout à l'heure que M. Meta et autres, pour le moment, ils sont plutôt dans le push et correspondant pas obligatoirement à une demande des éventuels futurs utilisateurs. Oui. On est d'accord. Colonel Toussaint Cavrecourt. Oui. Je vais dire à peu près la même chose que mon camarade. Je pense que le recrutement dans le métavers doit forcément déboucher sur une rencontre réelle. C'est un peu comme en amour, à un moment, il faut se rapprocher, quoi. Il faut du physique. Voilà. Et là-dessus, il n'y a pas de débat là-dessus. D'accord. Mais on va y aller. Mais l'humain, en fait, c'est plus que l'humain, c'est à un moment, il faut se toucher. Ouais, à un moment, il faut se rapprocher quand même. À un moment, on peut aller chercher les gens dans le métavers, mais pour les recruter, et encore plus pour les former derrière, mais c'est plus mon domaine. Mais à un moment, on doit sortir du métavers. Colonel Simon. Je pense aussi qu'il faut y aller, mais il faut apprendre en marchant, c'est-à-dire prendre les technologies qui arrivent comme elles arrivent, voir les confronter à notre besoin, et surtout former les personnes qui vont les utiliser, mais aussi acculturer l'ensemble de la population militaire, et trouver les bonnes personnes, recruter les bonnes personnes qui maîtrisent ces différentes technologies. Vous êtes d'accord que vous avez le devoir, vous militaires, d'être encore plus soupçonneux, attentionné, vérificateur que d'autres? Oui. Parce qu'il y a l'armée derrière, il y a la défense. Parce qu'il y a la défense, puisque si on intègre, comme le brillant parlait tout à l'heure, il va falloir intégrer des briques logicielles qui sont souvent open source. Voilà, ce n'est pas du propriétaire. Et donc, il va falloir aller vérifier que ce code n'est pas pernicieux, que ce code est propre, voilà, qu'il a été vu par un ensemble de communautés. Il va falloir faire attention en fait à tout, aux données qu'on laisse, aux données qu'on prend, aux briques logicielles, aux briques matérielles. Il ne faut pas oublier qu'on a beaucoup parlé de virtuel, mais le virtuel s'appuie aussi sur une matérialité. Il va falloir aussi protéger nos systèmes matériels qui font que le virtuel existe. Une question qui relève peut-être pas, j'espère, du secret défense. Est-ce que depuis 8 mois, vous êtes plus hacké que d'habitude? Au niveau de la défense, non, pas nécessairement. Non. Il y a eu quelques actes, mais ça n'a pas été transcendant. Bizarrement, les hôpitaux le sont plus que vous. Les hôpitaux sont plus que nous. Oui. Ils sont peut-être aussi un petit peu plus fragiles. Oui. Ainsi que les collectivités territoriales. Voilà. C'est-à-dire qu'il faudra que vous vérifiez jusqu'à la moindre photocopieuse, qui peut être un point d'entrée pour les hackers dans le système. Ah, complètement. La photocopieuse, c'est un sujet permanent. Déjà par les données qu'on laisse dessus. Dès que vous faites une photocopie, c'est scanné. Il y a une empreinte numérique. Et derrière, il y a des gens qui viennent les maintenir. Voilà, c'est un vrai sujet. Colonel Briand, parce que je termine par l'ingénieur de la DGA. Le colonel Briand, une conclusion, il faut y aller? Mais... Alors, comme j'ai pu l'évoquer, moi je pense que cette dynamique, elle est inéluctable. Elle est inéluctable parce que tout simplement, c'est une tendance lourde dans la société. À partir du moment où elle est inéluctable, moi je pense que ça pose surtout la question de l'immixtion de la gouvernance privée dans la guerre à long terme. On l'a vu avec Starlink. En particulier, la multiplication de ces acteurs privés et de cette gouvernance particulière qu'il va falloir comprendre pour connaître ces environnements-là et potentiellement les faire évoluer à notre faveur. En l'occurrence, le Darkverse, terme que je découvrais tout à l'heure. C'est quelque chose. Comment est-ce qu'on combat dans cet univers? Comment est-ce qu'on découvre ou comment est-ce qu'on dissout ces cellules dormantes, potentiellement nos adversaires? Et donc, voilà, cette gouvernance privée, il va falloir la découvrir aussi, savoir comment l'engager et peut-être ne pas se faire déposséder de cette particularité du militaire qui est celle de conduire la guerre. Oui. L'immixtion de la sphère privée dans le domaine militaire
avec la possibilité que ça soit du Spawn 3, des verres. Alors, juste, Monsieur Siquelero. Alors juste à préciser, je suis de la DGA quand même depuis des années. Et je suis surtout de direction du numérique, général du numérique. Depuis 10 ans. Non, juste complètement dans le sens. Il faut y être. Ne pas y être, je pense, demain ou après-demain, c'est plus exister. Hein. Pour moi, c'est un monde qui est en train de bouger, qui évolue. Je ne sais pas ce que sera après-demain. Mais donc il faut y aller et y aller doucement. Il faut surtout profiter des technos que ça va. Enfin, je veux dire, il y a tellement d'investissements là-dedans, il ne faut pas le refuser. Et donc, du coup, il faut regarder comment. Et donc, il nous faut aussi de l'ingénierie. Il nous faut regarder comment on associe tout ça, comment nos industriels associent ça, comment nous on le prend en compte. Et il faut aussi qu'au niveau sociologique, on arrive à bien prendre en compte, et au niveau philosophie de la guerre, comment je prends en compte tous ces nouveaux sujets. Et notamment le côté, en face, j'ai plus des gouvernements, j'ai des indus, j'ai un monde qui n'est plus le même. C'est autre chose. Donc comment je fais la guerre autrement demain? Comment je négocie? Comment je joue? Peut-être on parlait tout à l'heure, est-ce qu'il y aura un conflit dans ce monde métaverse? Peut-être. Peut-être qu'il y aura une e-guerre qui va préparer l'état psychologique des gens, de nos gouverneurs. Peut-être qu'il y aura... Voilà. Il faut s'attendre à ça. Alors c'est peut-être du domaine Red Team, mais je pense que c'est pas si loin que ça, à mon avis. Sociologie, ça veut dire qu'il faut regarder encore plus, par exemple Red Team, avec... Virginie et Catherine qui disaient il va falloir avoir un regard sociologique, anthropologique même. Mais il y a un scénario d'ailleurs qui n'est pas loin de ce que nous semble là de mémoire. Qui est pas... Donc vous avez engagé les sociologues, les anthropologues. Voilà. Alors on a encore le temps, juste génial, merci beaucoup de votre... Vous pourrez reprendre la parole avec les questions possibles sur le hashtag métavers armé. Il n'y a pas de questions? Alors il y a sans doute des questions dans la salle. Tenez, monsieur le professeur d'histoire, quelqu'un voudrait poser une question. Là. Ah. Bonjour, Vladimir Taranov, je suis responsable pédagogique du MBA DMB, qui est Digital Marketing et Business. Et on a des jeunes et moins jeunes étudiants, et on les forme au marketing et surtout à la transformation digitale, qui, comme Colonel Herbinet vous l'évoquiez, c'est à la fois de la techno, mais c'est aussi une véritable langue, c'est un autre état d'esprit. Depuis ce matin, vous avez beaucoup parlé de la notion de virtualité pour le métavers. Au-delà de la dimension virtuelle, il y a d'autres technologies, notamment une qui est vraiment particulière pour le métavers, c'est la blockchain. Quelles sont les perspectives d'utilisation justement de la blockchain ? Alors, on peut imaginer que la réponse pourrait être donnée par d'autres que ceux qui sont sur scène. Par exemple, David. Moi, j'ai au moins une... Ah, je vous en prie. Moi, j'ai au moins une utilisation. Aujourd'hui, quand on recrute un jeune diplômé, on n'est pas certain de son diplôme. Si demain, les diplômes sont des NFT cryptés avec le blockchain, ça peut permettre déjà, en termes de recrutement, de savoir ce qui est affiché par la personne qui vient nous voir est réel ou pas. Voilà, par exemple, c'est une des principales difficultés aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un dans la salle peut répondre le lien entre blockchain et métavers militaire? David, est-ce que c'est possible de repasser? Réponse brève, évidemment, pour qu'on ait le choix avec d'autres questions possibles. Oui. La blockchain, comme vous le savez, ça crée de la confiance, en fait, oui. De façon informatisée. Ça remplace un État, un notaire, etc., de manière générale, un banquier, pour créer cette confiance. Là où c'est certainement intéressant, alors du coup, ça permet de créer de la décentralisation. On l'a un peu dit en intro tout à l'heure. Le Web 3, fondamentalement, dans sa définition, il est décentralisé, donc il appartient plus à un grand géant de la tech, pour ne pas dire un GAFA, mais finalement une communauté de gens à une organisation décentralisée. Donc ça, c'est l'usage premier du métaverse, évidemment, mais qui n'est pas indispensable aujourd'hui. Mais c'est la vision ultime pour se dire, si on veut éviter de se retrouver piégé par soit les géants de la tech, soit les États, autant ne pas centraliser.
Mais du coup, ça pose la question que je vous pose. C'est qu'au contraire, du coup, ça devient crypté, ça devient inaccessible, ça devient infalsifiable. Et du coup, vous n'y avez pas accès non plus, même en tant que gouvernement, si ce n'est pas, en tout cas, basé sur une infrastructure publique, quoi. Quoique, logiquement, la blockchain est lisible par tout le monde, puisque c'est un notaire ouvert, un banquier ouvert. Et... Pas forcément ouvert. Pas forcément, c'est vrai. Là, je suis pas Juste un commentaire. En fait, la blockchain, quand on regarde les choix qui sont faits aujourd'hui d'un point de vue technique, ne vont pas forcément totalement dans cette direction-là, pour les sujets d'identification, de crypto, etc. Et c'est un sujet important par certains aspects, parce que c'est effectivement des solutions qui sont très décentralisées. Et on rentre dans quelque chose où, dans les armées, on reste quand même sur un principe, un chef, une mission, et des subordonnés. La doctrine de commandement, en fait, là-dessus, elle devient disjointe de l'aspect de la solution technique. Oui. Et ce n'est pas forcément toujours facile à transformer d'un point de vue technique. Mais en fait, il faut qu'on réussisse collectivement, à mon sens, à disjoindre la philosophie du commandement qui, de toutes les façons, est centralisée, de la réalisation technique qui mérite d'être décentralisée. Et Internet, au départ, c'est quand même pensé comme de la résilience décentralisée. Et la blockchain est pensée comme un instrument de confiance. Comme j'avais confiance dans le notaire, j'ai plus besoin de lui. Et là, il n'y a pas obligatoirement besoin de ça dans la chaîne de commandement. Un chef, une mission et des subordonnés. Une question. Bonjour, Bruno de Lalande, comité liaison défense du MEDEF. C'est une question. Ma question, c'est on va faire ça tout seul. Ce qu'on a vu ce matin, c'est que c'est très complexe, beaucoup de moyens. Et même si on veut avancer à petits pas, ça a l'air énorme. Est-ce que vous avez prévu, quand on regarde ça, on se dit, on peut peut-être faire ça avec d'autres, des alliés par exemple, et de faire des coopérations militaires ciblées, du type les accords de Lancaster House avec les Anglais à un moment, qui visiblement ont très bien fonctionné. Et gardez le micro juste un instant. Vous faites quoi au sein du BNF ? On a mal entendu. Je suis responsable de la reconversion et d'acculturation des officiers au sein du comité de liaison défense du BNF. Alors, coopération avec des alliés, ça se fait déjà ? Ça peut se faire ? Ça devrait se faire ? Ça se fait. Enfin, je pense qu'on a de la coopération, donc ça se fait. Après, il faut voir jusqu'au le degré de profondeur de la coopération. Enfin, tout le travail qui est fait sur le SCAF, par exemple, c'est de la coopération, quelque part, au niveau, on essaye, mais au niveau européen. Après, la coopération avec les alliés US, UK, dans certains sujets, il y en a. Ce qu'il faudra juste faire attention sur certains, c'est toutes les problématiques après des normes et des standards qui vont nous être imposés. C'est quel est le poids de l'Europe, quel est le poids de notre industrie aussi, parce que quelque part, il y a un côté guerre économique dans tout ça, hein, c'est comment on se positionne. Donc il faut faire de la coopération, mais il faut aussi essayer d'être positionné et apprendre par nous-mêmes. Parce que la coopération, des fois, c'est on s'appuie sur les autres. Notamment quand on voit les Américains, l'énergie qu'ils mettent, l'argent qu'ils y mettent, et quand on voit qu'aujourd'hui, les GAFA, ils ne sont quand même pas en Europe. Donc là, on se dit comment on travaille avec ça. Mais il faut surtout faire attention à notre économie également. Donc il y a bien un jonglage à faire là-dessus. Mais sur l'interopérabilité, pas de lézard. Le langage commun que vous avez avec l'OTAN, c'est L16, c'est ça ? Je ne suis pas militaire. Non, L22 pour les non, c'est Federated Mission Networking, donc maintenant c'est FMN. Après ça, il y a des solutions spécifiques. La L16, c'est quelque chose pour ceux qui volent et qui flottent, et qui est vraiment de la liaison purement de données tactiques. Au niveau terrestre, il y a des passerelles aussi de type qui s'appelle NFFI, des formats de données. Donc c'est une vaste nébuleuse d'interopérabilité. La L16 étant la partie tournée aéronavale. Est-ce qu'il est possible de militariser un métavers avec une intégration au lieu de HTML, on te met du L16 ou du L22 ? C'est très technique, mais pourquoi pas, pendant qu'on y est. Sur le L16, on en est quand même à compter ce qu'on met sur chaque octet. Oui. Dire la séquence de chiffres de 8 chiffres, là, en fait, là-dedans, il y en a 2 pour ça, 3 pour ça. Donc, avant de faire passer du métavers là-dedans,
J'ai quand même quelques doutes. Hein. D'accord. Oui, sur la L16, je pourrais compléter. Il y a d'autres initiatives, en l'occurrence, on appelle ça le LVC-16 ou Solstice, qui est déployé à Mont-de-Marsan également, sur la base aérienne de Mont-de-Marsan. Cet outil utilise la L16 comme un élément support, mais permet de lier le virtuel et le réel. On appelle ça donc live, visual, constructive. Et de cette manière, encore une fois, pour renforcer l'entraînement, parce que les heures de vol coûtent cher et qu'il faut voilà, optimiser chaque seconde de vol, on utilise cet outil pour combiner le meilleur des deux mondes, finalement, à travers ce support qu'est la L16. Donc on peut avoir, par exemple, imaginer des pistes virtuelles qui viennent enrichir la situation opérationnelle pour poser des dilemmes au pilote et améliorer son entraînement. On peut imaginer coupler également des flux de données, des flux vocaux potentiellement, avec un JTAC qui serait positionné quelque part en France, qui passerait sur une passerelle et dont les ordres seraient transmis sur la L16 pour pouvoir engager le tir sur un champ de tir étranger. C'est ce qui s'est fait il y a quelques temps. En Suède, par exemple, on avait des avions qui tiraient de vrais armements avec un JTAC qui était déporté sur un champ de tir en France. Donc, avec la L16, même si le débit est effectivement assez faible, on peut déjà imaginer des modes de couplage ou d'articulation entre le virtuel et le réel qui sont d'une certaine manière sécurisés. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on passe à l'échelle là aussi, quelles seront demain les liaisons de données qui nous offreront des débits et des latences plus intéressantes. Voilà. Pour regarder ce que font nos alliés, en l'occurrence les Américains sont assez avancés dans le domaine, mais on voit avec l'arrivée des constellations orbite basse par exemple et des taux des débits qui commencent à être très intéressants, ce qu'on pourrait envisager dans ce domaine-là. Y a-t-il un point sur lequel chacun de vous cinq voulait insister, sur lequel vous voudriez vraiment qu'on retienne ce que vous avez dit, ou est-ce qu'on a le temps d'avoir une dernière question? Il est midi 19, midi 20 presque. Une dernière question? Oui, je vous en prie. Il y en a deux, si tout à l'heure. Question rapide et réponse ultra rapide. Non, mais juste un complément sur les questions de coopération. Autour de la simulation, il y a déjà des communautés de coopération. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une solution de simulation qui existe, il y a une communauté généralement multinationale de coopération qui peut être tournée sur le pays industriel, etc. Donc la France, elle en a autour du logiciel d'entraînement SOULT. Mais par contre, on ne partage pas tout. Les modèles de données cognitifs ou les modèles de données comportementaux qui sont dans une simulation, ils ne sont pas nécessairement partagés. Une question. Joshua Polcha, je suis de l'OCDE, de la direction de la gouvernance publique. Comment expliquez-vous la sous-représentation des femmes dans ce domaine et leur absence dans ce colloque? Je crois que c'est une question qui malheureusement, on ne peut pas répondre. Enfin, je ne vois pas très bien qu'est-ce que vous voulez. Imaginez que vous soyez à leur place. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Ils vont dire, je vais répondre à leur place. L'armée de terre, fière de son passé, les yeux résolument tournés vers l'avenir, terre de contraste et néanmoins d'harmonie, qui essaye enfin en gros, du baratin, pour dire oui, c'est dommage, mais on fait des efforts. Je crois que n'importe quel attaché de presse pourrait dire la même chose. Oui, on fait des efforts. Il y a des études qui ont été faites sur le CAC 40. Il y a plein de PDG qui ont été interviewés et qui disent oui, on fait des efforts. Alors, là, vous avez des colonels. Peut-être qu'avant, il y a lieutenant-colonel et puis avant, il y a... Et donc, le problème, ce n'est pas tous les colonels qui manquent, c'est peut-être les soldats de base qui manquent ou les gens qui vont à Saint-Cyr ou à Saint-Mexan, qu'il n'y a pas assez de filles là. Mais le problème, ce n'est pas là. C'est à la base qu'il faut le faire. Puisque avant d'être colonel, ils étaient en bas de l'échelle. Et peut-être que... Bon, allez, je me perds en conjecture. Et je n'ai pas le droit de parler du tout au nom de l'armée française. Excusez-moi. Pardon. Allez, une vraiment dernière question. Dernière. Oui. C'est le recruteur qui a... Effectivement, parmi les militaires, il n'y a que des hommes. Enfin, je pense que à la DGA et à la ND, il y a des femmes qui sont ingénieurs depuis assez longtemps et qui sont généraux. Donc, ou général, ingénieur général. Donc en fait, c'est oui à l'apparence, mais je pense que la chose qui reste importante et primordiale, et on est là pour ça, en tant que militaire, c'est la défense du pays, d'être efficace pour ça, et d'être performant quand il s'agit d'aller neutraliser, détruire les forces armées ennemies, hommes ou femmes. La ressource humaine est suffisamment précieuse pour que ça n'ait pas réellement d'intérêt. Bon. On revient sur le métavers, si ça ne vous gêne pas.
avec vraiment la dernière question. Le monsieur en orange, si vous avez le micro. Mais je suis désolé pour tous les autres, mais on ne peut pas... Ah, il y a une question de femme. Affirmative Act, d'accord. L'avant-dernière question. Oui, bonjour, merci pour votre intervention. Est-ce que vous avez à un moment évoqué brièvement la privatisation de la guerre aujourd'hui dans les conflits? Est-ce que vous ne pensez pas que le métaverse, quand on dit qu'il faut mettre des garde-fous, il y a un risque d'une société de surveillance encore plus grande que ce qu'on connaît? On avait dit au début d'Internet, Internet sera un espace de liberté. On voit aujourd'hui que c'est un espace de contrôle social. Vous avez les GAFAM, mais pas que. Donc, quand on dit qu'il faut mettre des garde-fous, est-ce que vous pensez vraiment qu'ils vont être mis et qu'on ne va pas aller encore plus loin que là où on en est déjà? Oui, si je peux me permettre de vous répondre, je pense que dans la conception française, européenne, on a cette vocation à appliquer le droit de la guerre dans le cadre des conflits armés, et on respecte strictement les règles du droit international humanitaire, etc. Voilà, ça fait partie de nos valeurs fondamentales. Si la guerre avait à déborder dans ces univers-là, on appliquerait exactement les mêmes choses. Donc au final, il n'y aura pas de surveillance généralisée. La vraie question est d'identifier les structures de gouvernance qu'on est censé devoir engager quand il s'agit de faire la guerre contre des soldats. Et des soldats avec leurs avatars numériques. D'ailleurs, pour répondre à la question d'avant, moi je pose la question, savez-vous quel est le sexe de nos avatars ici présents? On a tous des avatars. Oui. Voilà, finalement, il y a une forme de fongibilité des identités, et c'est peut-être une question qu'il faudrait creuser. Mais voilà, tout ça pour dire qu'au final, non, il n'y a pas de risque de surveillance généralisée, à mon sens. En tout cas, pas tant qu'on respecte le cadre de ces règles, de ces valeurs fondamentales que sont les valeurs françaises et européennes. Et du moins pas dans les démocraties occidentales. Oui. Voilà, notamment. Je vous en prie. Bonjour. Du coup, Alexandra Gomez, on est tous les quatre de l'école de guerre économique. Donc ma question, c'était, je ne sais pas si je le tiens bien. On vous entend très bien. Alors ma question, c'était, aujourd'hui le métaverse, on entend surtout parler de boîtes privées, de méta qui développent, notamment les GAFAM qui développent le métaverse. La création d'un métaverse, ça peut être la création d'un espace, de lois, d'un contrôle aussi, un peu une mini-structure d'État. Et en fait, ma question, c'était finalement, est-ce qu'on ne va pas avoir un changement, on va avoir une montée en puissance en fait, de ces entreprises privées-là? Et est-ce qu'à l'avenir, on n'aurait pas soit un État qui va être au service de sa boîte privée, ou la boîte privée qui va être au service de l'État? Voilà. GAFA 3. Demain. Oui, alors ça me permet de rebondir sur le fameux scénario de la Red Team dont Madame Tournet est à l'origine, sur la chronique d'une mort culturelle annoncée, l'idée des safe spheres dans lesquels se développent des modes de régulation assez propres et qui conduisent finalement à une guerre cognitive à travers des structures qui sont opposées, des structures institutionnelles dans ces espaces-là et qui viennent se battre. Donc ça, c'est assez prospectif, mais on l'observe déjà un tout petit peu aujourd'hui. Hein, quand on voit les incidents au Capitole, on voit très bien ce que ça peut donner, ces tendances, ces dynamiques qui traversent les structures horizontales que sont les dynamiques sociales vis-à-vis des structures verticales que sont les institutions, dont les armées. Donc l'idée est plutôt d'appréhender comment ces différents types de structures horizontales et verticales vont interagir avec cet environnement qui évolue et la généralisation du multivers. Voilà. Merci. Merci, messieurs. Merci tous les cinq. On a un peu débardé le temps imparti. Je vous en prie, regagnez vos places. Je voudrais maintenant laisser la parole au général Givre. Je vous ai vu prendre beaucoup de notes. Prenez le pupitre. C'est quand même plus pratique. Comme ça, on n'a pas de problème de micro. Qu'est-ce que vous avez retenu, mon général, de cette matinée? Bonjour à toutes et à tous. Moi, j'ai retenu plein de choses, mais c'est surtout nos jeunes officiers de l'école de guerre Terre qui sont ici présents, que je reverrai dans quelques heures, un petit peu, non pas à chaud, un peu plus tiède, et on fera la synthèse ensemble, à l'échelle d'un sujet qui est quand même d'une extrême complexité. Alors, néanmoins, je vais m'essayer à donner quelques grandes lignes à chaud. À froid, il y aura peut-être d'autres enseignements, et puis finalement répondre aussi à quelques questions qui ont été posées. Si vous regardez la guerre en Ukraine, dont on n'a pas du tout parlé, elle n'est pas dans le métavers. Par contre, elle est dans le numérique intégralement. Qui l'avait prévu chez nous? Qui l'avait prévu? Qui avait prévu l'IT Army ukrainienne, l'agilité ukrainienne,
l'utilisation des applications, l'utilisation systématique, quasi systématique d'Internet qu'il avait prévu. Chez nous, oui, on était peut-être quelques-uns à avoir raisonné ça quand on faisait la transformation digitale des armées, et c'était il y a 6 ans. La transformation, elle avait déjà eu lieu depuis 20 ans. Donc le métavers, je dis attention, attention, ne commettons pas les mêmes erreurs. On ne peut pas se permettre d'être en retard d'une guerre. Une guerre qui va très très vite, c'est une course de vitesse. Alors cognitivement, c'est super compliqué, parce qu'on est tous en surcharge, on sature tous. Seul, on n'y arrivera pas. Seul, en tout cas, je pourrais parler français et d'autres pays, ça c'est une discussion. Je regrette, mais il n'y a pas de souveraineté numérique française. On a raté le coche. Il y a une souveraineté nucléaire à peu près. Là-dessus, on a raté. On n'a pas vu. On a fait le Minitel, on n'a pas vu les usages. On peut avoir les super technos, si on n'a pas les usages, on est mort. Et les GAFAM, ce n'est pas des révolutions technologiques. C'est d'abord des révolutions d'usage qu'ils combinent avec des technologies ultra high-tech. Donc moi, ce que je dis, oui, il faut y aller. Et il ne faut pas y aller à petits pas. Petits pas, c'est lent. Il faut aller à la vitesse des autres. Je ne dis pas... Idéalement, il faudra les précéder. Si on fait le pari qu'on peut prendre de l'avance et puis finalement poser le drapeau. Vous voyez, ce séminaire métavers, on est les premiers dans l'armée, je disais à mes équipes, ça sera extrêmement intéressant au sens, évidemment, des idées. C'était remarquable, franchement, je vous le dis. Moi, je m'intéresse au sujet, je ne suis pas du tout dans les sciences d'ingénieur, c'est intéressant, c'est mon profil, plutôt les sciences politiques et sciences humaines, mais je m'intéresse à la transformation et à l'innovation depuis très longtemps, parce que j'y vois en fait l'enjeu d'usage. Tout ce que j'observe, c'est que si on n'est pas dans le tempo, c'est comme en Ukraine, on va être les Russes de l'Ukraine. C'est-à-dire qu'on a peut-être un peu d'armement, on n'a pas la masse des Russes, mais on ne va pas aller aussi vite qu'eux pour cibler l'adversaire. Donc je dis, il faut qu'on y aille. On ne pourra pas y aller militaire seul. Pourquoi on n'y arrivera pas? On ne pourra pas y aller service public seul. Nous sommes des institutions lourdes. C'est hyper vertical, même si l'armée française, on est dans la subsidiarité, on essaye de travailler en équipe. Je dis, on est en mode projet, nous ici. Alors c'est un gros mot. Nous, on travaille en mode projet. On ne peut pas faire autrement. Les intelligences, c'est au moins les 20 intelligences qu'on a vues réunies aujourd'hui. On était combien d'intervenants? Je ne sais pas, une quinzaine. C'est au moins ça. Sans parler des intelligences générationnelles. On parlait des filles. Mais évidemment qu'il faut qu'on capte toutes les intelligences. C'est évident. On ne l'a pas fait dans l'actif pour plein de raisons, parce qu'on n'avait pas ce besoin de capter des intelligences supplémentaires. Si on va dans les usages, dans les technos, il faut qu'on capte toutes les intelligences qu'on a. Je vais vous donner un exemple, je vais le dire ici. J'ai rencontré les Israéliens récemment. Beaucoup de discussions très intéressantes. Ils sont dans l'inclusivité, les Israéliens. J'emploie le mot à dessein, pas une inclusivité. Si, c'est idéologique, mais c'est surtout utilitariste. Alors, à l'exception des Arabes qu'ils ne prennent pas systématiquement, ils scannent les Arabes israéliens, ils scannent toute la population israélienne systématiquement. On vous évalue vos compétences ouvertes, celles des diplômes, mais surtout les compétences cachées. Et ensuite, y compris les autistes. Vous entendez ce que je dis? Y compris les autistes. Donc on nous parle, c'est ça la réalité du monde d'aujourd'hui. Il y a une telle complexité que si on se limite à l'intelligence de l'ingénieur, à l'intelligence du général, à l'intelligence, je ne sais pas qui, moi, de toutes les... On n'y arrivera pas. Il faut absolument qu'on travaille en équipe. Et la puissance publique, elle a les mêmes travers que nous. Elle n'est pas agile, parce qu'elle est verticale. Et c'est ça. Les grosses boîtes, elles ont aussi ce problème d'agilité. Donc il faut absolument qu'on mixe, et il faut absolument qu'on crée les conditions pour délivrer beaucoup plus vite qu'aujourd'hui. On a parlé de beaucoup de choses. Le cyber. Le métavers, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, on tourne autour du pot, mais on va y arriver. Moi, je me souviens très très bien du cyber. J'entendais... Alors, il y a eu deux erreurs qu'il ne faut surtout pas recommettre sur le métavers. À l'époque, on disait... Il y a des gens qui ont dit c'est du gadget. Bon, le gadget... on voit que non, ce n'est pas du tout un gadget. Puis il y en a d'autres qui ont dit oulala, c'est tellement dangereux, le numérique, on ne va pas y aller, parce que c'est du zéro risque. Mais c'est une erreur fondamentale. Nous discutons, on en discute au sein de l'armée de terre. Et c'est là l'enjeu des écosystèmes. Vous voyez bien, écosystème au sens de la gouvernance, tout le monde en a parlé. Écosystème au sens des choix stratégiques qu'on va faire. Sur la question du numérique, moi j'ai entendu dire, on n'ira pas sur le numérique, donc on va faire que des connectivités militaires. Tout le monde vient de l'expliquer, je n'ai même pas besoin d'arriver là-dessus.
Le débit d'un satellite, c'est ça. Il y a des latences. Donc, comment allez-vous exploiter la donnée? C'est impossible. Vous allez faire la guerre d'hier, la guerre de grand-papa. Ah oui, c'est sécurisé. Joker. Parce que là, en face, la guerre électronique, et parfois, et puis si elle vous tire sur vos balises, ça ne marchera pas. La vraie réponse, mais c'est comme dans tout ce qu'on vient de dire, c'est l'hybridation. Systématique. Donc, il faut qu'on change notre approche. La sécurité, aujourd'hui, et ça va rejoindre nos affaires de métavers, parce qu'on a beaucoup parlé de sécurité, c'est au contraire d'investir complètement le champ, et probablement de se distinguer, soit en noyant le champ, ça on peut le faire, et en Ukraine, les Ukrainiens sont très rarement touchés, et pourtant ils utilisent à fond parce qu'ils sécurisent leur communication, y compris civile, mais surtout, ils saturent l'espace. Quand on me dit, effectivement, la donnée du soldat, alors peut-être la donnée du général va intéresser des services de renseignement, la donnée du soldat, mais oui, pour des métadonnées, pour des grosses synthèses, mais on s'en fout, il n'y a pas de problème. Tout le monde émet aujourd'hui, comme les citoyens. Oui, pour des métadonnées, mais au combat, au sens tactique, oui, il ne faut pas que je sois le seul à émettre, et puis qu'un gars, que je ne sois pas sécurisé, qu'un gars soit rentré dedans. L'enjeu, il n'est pas là. L'enjeu, il est, et sur le métavers, c'est pour ça, s'il y avait une seule raison, je donnerais des raisons militaires d'y aller, c'est qu'aujourd'hui, c'est une guerre de la donnée. Première chose, il faut capter la donnée. Deuxième chose, il faut la relier. Troisième chose, il faut l'exploiter une fois qu'elle est reliée, et c'est comme ça que vous allez cibler l'adversaire. Et vous le ciblerez, je le dis bien au niveau stratégique et au niveau tactique. Ce n'est pas un gros mot, hein, cibler. Hein. Cibler, ce n'est pas forcément tuer, ça peut être létal ou non létal. En tout cas, nous, au combat, c'est l'enjeu. Et le métavers, ça a été dit largement, est un énorme lac de données. Un énorme. Donc moi, rien que pour cette raison, je dis, mais les gars, mais il faut qu'on y soit, mais les deux pieds dedans, de manière ouverte, pas ouverte. Et puisqu'on n'aura jamais la souveraineté sur les données, c'est terminé, c'est les GAFAM. Et peut-être, heureusement, ce n'est pas les Chinois, encore que. Enfin, sauf si quelqu'un je sais pas, il n'y a pas d'alternative, on n'a pas de solution. Donc ça, c'est perdu. En revanche, là où on aura notre plus-value, notre capacité différenciante, c'est l'exploitation de la donnée. Et ça demande de la techno, et je sais qu'il y a des technos françaises qui sont super bonnes là-dessus. C'est là-dessus qu'il faut qu'on aille à outrance. La captation, peut-être aussi, des données cachées, et puis l'exploitation de la donnée, afin de prise de décision ultra rapide, automatisée, semi-automatisée. Ça, je suis moins catégorique que ceux qui disent il y a parfois des boucles, il faudra aller très très vite, et en ayant des garanties, tout en gardant l'homme dans la boucle, l'homme ou la femme dans la boucle, pour des raisons qui peuvent être que le système informatique n'est pas capable de traiter. Alors si je continue, tout le monde a également bien compris, quand je vous ai entendu, moi j'en suis convaincu depuis le début, le CEMA, le chef d'état-major des armées et le président de la République parlent de compétition, contestation, affrontement. En fait, vous connaissez quel est le mot qui résume tout ça? C'est la guerre. En fait, c'est une guerre permanente. Dans le domaine économique, on est en guerre économique, y compris avec des gens qui sont nos alliés. On est en guerre des normes, on en a parlé, mais là, on est en retard encore d'une guerre là-dessus. Enfin, c'est critique, la guerre des normes. C'est ce qui va décider de l'industrie qui va gagner, le gros lot. Je pense que là aussi, il y a une naïveté confondante là-dessus, par rapport à ce que font nos partenaires, bien sûr nos adversaires, mais une naïveté confondante qui mériterait une vraie réflexion européenne là-dessus. Hein. Après, on peut admettre que la réflexion européenne, c'est d'être aligné sur les Américains, mais il faut qu'on le dise ouvertement. Enfin, ouvertement ou pas ouvertement, je ne sais pas, mais ça pose pour moi, il y a une vraie question là-dessus. C'est bien sûr la guerre des technologies, et là, je pense, je suis bien d'accord avec vous que les Français, en France, on a des pépites. Enfin, tout. On a, mais la guerre des usages, qui est pour moi, une nouvelle fois, j'insiste beaucoup là-dessus, qui est aussi importante que la guerre des technos. Et la force française, à mon avis, c'est notre capacité de créativité entre la technologie et ceux qui travaillent sur les usages, même si on a raté les GAFAM avec le Minitel. Je pense qu'on n'était pas très loin, parce qu'on avait déjà compris qu'il y avait un usage sociologique, mais on n'a pas poussé. Donc j'espère qu'on ne va pas se retrouver dans cette même situation par rapport au métavers. Alors ensuite, ce que j'observe dans les points très positifs, outre le fait qu'on est arrivé à nous, civils et militaires, à se mettre autour d'une table et à discuter très librement, qui est pour moi la condition d'un minimum de visibilité à travers nous ce qu'on appelle le brouillard de la guerre, mais voilà, le brouillard de vos guerres à vous, c'est la même chose. Et si on ne se met pas en équipe, ça ne marchera jamais. Mais ça, voilà, il n'y a pas assez d'intergénérationnel, mais il n'y a pas d'étrangers, c'est un choix qu'on avait fait.
Voilà, parce que vous savez qu'il y a beaucoup d'expertises françaises, donc on commençait par les Français. C'est pour ça que si vous êtes étonné de ne pas avoir des étrangers, alors que d'habitude, on est très ouvert là-dessus. Le métavers pour l'armée de terre, là j'ai parlé de généralité. Si, pardon, l'écosystème. Je remarque que ça bouge positivement. La création de l'Agence Innovation Défense, pour moi, est un grand succès. Peut-être que ça ne délivre pas assez. C'est un grand succès. Il y a des gens qui ont intuité qu'il fallait qu'on modifie, qu'on passe du paquebot à la vedette. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas besoin du paquebot, hein, pour des très grands programmes, mais dans le numérique, vous le savez très bien, ça bouge. Les Ukrainiens, ils changent d'application, ils produisent des applications en moins d'une semaine, même en 48 heures. Et nous, on raisonne sur des systèmes durcis militaires. SICES, là, on a des systèmes, ils sont remarquables. Ils sont remarquables il y avait 10 ans, ils sont remarquables. Aujourd'hui, vous avez, je ne citerai pas le pays, parce que je l'ai vu en direct, vous avez des logiciels, des softwares de métavers, vous avez du ciblage en direct. C'est du métavers. C'est-à-dire que vous avez la reproduction d'un village ou d'une ville, du relief, c'est de la réalité mixte et incrémentée avec de la couche informationnelle, ce que vous nous avez expliqué. Nous, on n'en est pas là. Pour moi, on a déjà un temps de retard. Et quand il s'agira de cibler l'adversaire, il faut espérer que ce soit des Russes et moins des Iraniens ou des gars du Hezbollah, et surtout pas des Azéris, qui ont montré qu'ils étaient ultra rapides face aux Arméniens. Par exemple, je cite, ces pays ne sont pas hostiles, à l'exception de l'Iran. Sachant de l'armée de terre. Alors moi, encore une fois, donc je redis, moi j'y vois une opportunité. Ne créons pas de lignes Maginot. Ne répétons pas 40. On a plein d'histoires. Pas de ligne Maginot. Elle est percée, la ligne Maginot. Elle est déjà percée. Soyons lucides sur les dangers, tout le monde l'a dit. Donc mettons le défensif en appui de l'offensif. N'ayons pas une approche strictement défensive, c'est perdu. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'armée de terre, outre ce que je viens de vous dire sur l'exploitation de toutes les données. 80% des données de renseignement aujourd'hui sont de l'open source. Là, vous avez un nouveau lac colossal, ou un océan qui va s'ouvrir, il faut vite aller y piocher. Les autres le feront, mais nous, on va se distinguer parce qu'on va analyser bien mieux qu'eux, et peut-être plus rapidement. C'est ça l'enjeu. Alors, pour l'armée de terre, moi, ce qui nous pose problème, plus que dans les autres milieux que sont l'air et la mer, même si les fonds marins, c'est un peu complexe, c'est que nous, et ça a été dit, on a parlé de M2MC, vous savez, multimilieu, multichamp, je rajoute toujours le H. Le H, c'est l'humain. En fait, les frictions sur le champ de bataille terrestre, elles sont géographiques, la géographie est très complexe, le climat, etc., mais elles sont humaines. Et l'intérêt du métavers, c'est pour ça que moi, ça m'a fait tilt quand vous avez parlé des émotions, qu'en fait, on rajoute l'humain, le corps et ses émotions. C'est très difficilement modélisable. C'est extrêmement difficilement modélisable. Et peut-être, pour la première fois, on va peut-être pouvoir le modéliser. Et donc, s'entraîner dans des conditions, même si il y a du réel, mais le réel n'est jamais contre nos adversaires. Et là, on va peut-être pouvoir beaucoup plus s'approcher et beaucoup plus évaluer les interactions, notamment émotionnelles. Et ça, jusqu'à maintenant, on est incapable de le faire dans la simulation classique. Donc ça, c'est une opportunité. Ensuite, on a parlé du recrutement. C'est évident. Et dans cette guerre, il y a la guerre des compétences et de recrutement. Moi, j'ai quelqu'un qui a acheté beaucoup sur le métavers que je connais, des crypto-monnaies, mais beaucoup acheté. Et de l'art aussi, éphémère, enfin tout. Et cette femme me disait, qui était une ancienne auditrice de l'école de guerre-terre, un personnel civil, me disait que ByteDance s'est installé à Paris. Pourquoi ByteDance, c'est les spécialistes de la crypto-monnaie, blockchain. Les spécialistes me diront que je ne me trompe pas, c'est les Chinois. Pourquoi ils viennent à Paris ? Parce qu'à Paris, parce qu'on a nos scientifiques sont excellents, nos entreprises sont excellentes. Enfin, une partie, alors peut-être que vous avez d'autres explications, mais il semblerait qu'il y ait aussi cette idée c'est facile de recruter des vraies compétences en France et que donc ça va être un gisement intéressant de croissance via les compétences. Alors, je pense qu'il y a d'autres raisons. Peut-être vous me direz, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc il y a un gros enjeu là-dessus. Donc ça, c'est l'enjeu du recrutement en général et puis de la captation pour vous, le système, enfin le monde économique des talents et de les garder chez nous, si possible. Alors, la formation et la préparation opérationnelle. Moi, j'y crois beaucoup. Alors, je vais vous donner un exemple. Il y a des Grenoblois ici. Je salue les gens de la province parce que je suis de ceux qui disent que tout ne se passe pas à Paris. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens de la province. J'ai beaucoup servi en province, beaucoup servi à Paris. Le CEATEC, et je le dis devant tout le monde, est un remarquable centre
public de recherche et de recherche appliquée en relation avec les entreprises, moins que quelqu'un me démente. En tout cas, moi, ce que j'ai vu avec des chercheurs incroyables, et très, très, très ouvert sur l'écosystème civil et privé. Pour moi, remarquable. Et les gens de Laval, puisqu'on ira le fameux salon à Laval, auquel, si on discutera après, pour que j'envoie des gens de chez moi. Donc bravo aussi à la province. Alors, et quand j'étais à Grenoble, nous, on avait un souci. Ça va rejoindre les enjeux de recrutement ou de captation des compétences. Vous savez que les jeunes aujourd'hui ne font plus de ski. Moi, je suis chasseur alpin. Ils ne font plus de ski. Ou c'est que les riches qui font du ski, les gens qui ont de l'argent. Puisqu'il n'y a plus de classe neige, ça s'est perdu. Il n'y a plus de plan neige, c'est terminé, quasiment terminé. Donc on a un vrai enjeu, nous, de passer de la théorie au réel. Sauf que qu'est-ce qui se passe quand parce qu'on en a discuté avec des grandes boîtes de ski, Dynastar qui est à Grenoble, avec les moniteurs de ski, c'était très intense. Il me faut un simulateur, moi. En fait, il faut que je mette les jeunes qui sont urbains dans une situation qui va les préparer à passer de leur chambre bien chauffée à la piste de ski. Parce qu'aujourd'hui, on passe directement à la piste de ski. Donc, on casse des gars, des filles, et on peut en dégoûter beaucoup si on n'est pas assez pédago. Et même les moniteurs de ski, à mon avis, ça leur pose un problème. Il y a des gens qui ont peur, en fait. Ils ont peur d'aller sur la neige, et c'est normal qu'ils aient peur. Parce que voilà. Donc, j'ai dit, mais en fait, le métavers, ça, c'est intéressant. On peut mettre des gens dans cette situation. On peut mettre des gens dans cette situation d'alpinisme, par exemple. Même dans une salle d'escalade, vous n'êtes pas dans la sensation de la très haute altitude. J'en passais des meilleurs. Hein. Et dans le tir, ça fait peur, le tir avec une arme de guerre. Mais on peut les mettre dans cette situation. Donc moi, j'y vois un très grand intérêt pour ce passage, vous voyez, du virtuel, en fait, au réel. C'est un peu inversé par rapport à d'autres logiques. Je continue. Le renseignement. Alors moi, en fait, je trouve... Alors, il y a des gens du renseignement, ils vont me sauter dessus en disant... Ouais. Moi, je pense que c'est un mot qui est plus du tout adapté. En fait, c'est la donnée. C'est une guerre de la donnée. Et la majeure partie de ce qui va nous intéresser, je ne parle pas au niveau très stratégique, ultra sensible, je ne vais pas parler de ça. En tout cas, pour nous, les forces engagées sur le terrain, c'est de la donnée. Multidonnée, multidomaine, par toutes les sources possibles et imaginables. Donc, le métavers, encore une fois, va être une de ces sources de données. Alors moi, je crois beaucoup aux opérations avec le métavers. Dans le métavers, on en a un peu parlé, je ne vais pas revenir là-dessus, sur il faut se protéger, etc. Parce que les terroristes, ils vont l'utiliser. Moi, je suis un groupe terreau, comme ils ont été super geeks, hein, c'est des super geeks. Bon, eux, c'est sûr qu'ils vont créer des centres d'entraînement virtuels, mais c'est sûr et certain. Voire même, ils vont préparer les opérations en temps réel, puisqu'on est capable aujourd'hui de cartographier quasiment en temps réel un endroit, y ajouter de l'information en temps réel, et ils vont conduire l'opération à distance, en reachback, comme on dit. Et les mecs, ils vont se guider avec les nouvelles lunettes Ray-Ban que vous avez. Voilà. Moi, j'en suis persuadé de ça. Donc nous, on doit être capable aussi de le faire. Opérer avec les robots, vous l'avez évoqué, oui, effectivement, je pense que là, on va pouvoir peut-être dépasser les problèmes qu'on a aujourd'hui sur les robots terrestres. Pardon, hein, voilà. Et ça, oui, je crois. Donc nous, dans les réflexions, il faut absolument qu'on couple un métavers cartographie 3D avec l'adjonction d'informations en temps réel pour pouvoir faire évoluer beaucoup plus aisément nos robots, y compris sur des terrains complexes. Influer, leurrer, oui, et pas qu'en temps différé, en temps réel. Je suis complètement d'accord, il y aura le métavers, il y a des millions de gens qui vont être connectés. Ben, si on y met le bon drapeau et qu'on est positif, bon, en fait, nous, on va faire de l'artisanat, hein, parce que, et quelqu'un l'a dit, les GAFAM, enfin Hollywood, c'est quoi? C'est de l'influence stratégique. Sauf, et ça, c'est peut-être un des derniers problèmes qu'on a culturels, c'est qu'aujourd'hui, le capitalisme américain, globalement, est aligné sur la stratégie impérialiste politique. Il peut y avoir des frictions. Il y en a un qui prend Elon Musk qui prend les devants, mais personne ne lui dit « reviens ». Ah non, tu as raison, en plus tu m'épargnes de l'argent et en plus tu valorises la tech américaine, donc tu valorises l'armée, enfin tout est et extrêmement poreux. C'est pas dual, nous on est encore dual, je pense qu'il faut qu'on aille vers la porosité. Et l'Ukraine, c'est quoi? On civilianise l'institution militaire avec le numérique, on prend des hackers, des geeks, on en fait une armée de circonstances, et on militarise la société civile parce qu'on va utiliser la donnée à des fins militaires. Je pense, et les Israéliens sont dans cet état d'esprit, nous, il faut qu'on soit... Alors ça a plein de conséquences hein, sur notre organisation, les statuts, la façon dont on recrute les compétences. Je pense qu'avec l'affaire des réserves, on peut être beaucoup plus souple. Il faut qu'on ait une logique d'intérim ou d'honorables correspondants qui viennent nous aider en tant que de besoin. Enfin, Et là, pour ceux qui pensent qu'il n'y a pas assez de filles chez nous, même s'il y en a beaucoup dans la salle, y compris de l'école de guerre qui sont présentes, ce sera plus facile de les mobiliser parce que ce sera compatible avec une vie de famille ou avec une autre vie professionnelle. Voilà, je termine. J'étais un petit peu long. Pour dire qu'il faut effectivement un équilibre entre le réel et le virtuel.
où la réalité mixte, on l'a parlé à titre individuel, des équilibres émotionnels, cognitifs. Oui, j'en suis parfaitement persuadé. Je pense encore une fois que le métavers peut être une occasion, si on régule intelligemment, en tout cas pour nous les armées, de ramener des gens vers le réel et de les amener de manière pédagogique, progressive vers le réel. Ça peut être une aide pédagogique dans ce sens-là. Quant à tout surveiller, tout sécuriser, interdire l'utilisation du numérique, interdire le métavers, c'est comme si on vidait la manche avec une petite cuillère. Donc il faut qu'on sorte de ça, il faut qu'on hybride tout, il faut qu'on sécurise des moyens civils. Moi c'est ce que je dis, alors ça va faire jaser, mais c'est pas grave, je le redis. Je pense qu'il faut qu'aujourd'hui que nos soldats aient une double dotation militaire avec un portable civil, parce qu'aujourd'hui la guerre elle se fait grâce à ça, et avec un fusil d'assaut. Et si c'est un portable que nous, on leur met à disposition, comme les gendarmes l'ont, comme les policiers l'ont, c'est facile à contrôler. Et à contrôler, pas forcément pour entrer dans leurs données privées, mais pour quand il y a une attaque cyber, quand il y a un problème majeur, on est capable de faire off dans l'intérêt des gens. Et on sait en plus que quand c'est en double usage, les gens sont beaucoup plus précautionneux avec leur système. Voilà. Et en même temps, on pourra être très moderne et le mettre à jour très vite. Voilà. Je voulais vous dire un grand, grand merci d'avoir été présent. Un grand merci à nos invités civils d'avoir accepté, sur préavis pas si long que ça, de venir. Je vous remercie beaucoup pour la clarté et la franchise de vos propos. C'était ce qu'on souhaitait. En fait, notre objectif, c'était d'avoir une fertilisation croisée des idées, comme on dit dans le monde de l'innovation. Mais ce n'est pas un buzzword pour nous. Et très, très honnêtement, très enrichissant, je pense, pour nous tous. Je vous remercie. Et ça, c'est le web aussi. Hein. C'est le réseau, le network. Et il faut absolument qu'on l'entretienne, qu'on s'enrichisse mutuellement. C'est pas grave si on n'est pas d'accord, ce que je dis à tous je préfère même qu'on soit pas d'accord, mais au moins on a un langage commun et un référentiel commun. Après, on passe à droite, à gauche, et c'est plus facile de travailler ensemble et surtout de s'alerter mutuellement ou de saisir une opportunité parce qu'on se connaît et on a la confiance et qu'on a confiance en nous, enfin en chacun. Merci encore à Jérôme, super animation. Je le savais, je vous avais vu. Et merci à notre équipe du CDEC, à Jean-Marc et au lieutenant-colonel Chignon. Merci à vous et bonne journée. Petit point d'ordre, n'oubliez pas le sac avec les goodies. C'est pas... Enfin, c'est l'armée française, mais il y a des jolis goodies dedans. Et autre chose, vous n'avez pas fini de travailler, je suis désolé pour vous. Il y a une urne avec un questionnaire. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer? Qu'est-ce que ça vous a plu? Qu'est-ce que vous voudriez pour la prochaine fois? Je vous en prie, répondez à ce questionnaire. Et ensuite, la bonne nouvelle, c'est que c'est bientôt Noël, qu'il est possible que vous ayez bientôt une invitation du Salon Laval, le directeur, ici présent. Merci à tous.